manière précise. Par exemple, je vais dire, on est en train de jouer à un jeu de cartes et je vais dire, je vais toujours, je vais pas dire je vais toujours, je vais peut-être déposer un as de cœur ou bien une dame de carreau ou quelque chose comme ça. Là, la stratégie n'est pas bien définie. Une stratégie n'est pas bien définie dans un jeu, elle doit être rejetée. Donc la stratégie décrit de manière précise ce que fait le joueur. Ça, ce qu'on désignera petit SI. Le grand SI, il va désigner l'ensemble de toutes les stratégies du joueur. Le grand SI va désigner l'ensemble, pardon, pardon. Le grand SI va désigner l'ensemble de toutes les stratégies du joueur. Maintenant, une issue du jeu, c'est un vecteur S constitué de S1, S2, Sn qui est contenu dans grand S1 fois grand S2 fois grand Sn qui constitue la combinaison de toutes les stratégies à un moment donné de tous les joueurs. D'accord? De tous les joueurs. C'est-à-dire S1 va représenter la stratégie qu'a choisi le joueur 1, S2 la stratégie qu'a choisi le joueur 2, etc. Donc une issue du jeu, c'est un vecteur combinaison de toutes les stratégies du joueur. Maintenant, comment on va noter les stratégies que subit le joueur? L'ensemble des stratégies que subit le joueur, un joueur I, est noté S-I. Elle est notée S-I. Autrement dit, elle est constituée de toutes les combinaisons possibles des adversaires du joueur I. Elle est constituée de toutes les combinaisons possibles des stratégies adverses du joueur I. Quand je vais noter S-I, je parlerai de la stratégie que subit le joueur I à travers ses adversaires. Maintenant, UI de S est une fonction d'utilité qui est définie de grand S. C'est quoi grand S? C'est S1 fois S2 fois Sn dans R du joueur I. C'est-à-dire, c'est le gain du joueur I pour l'issue du jeu S1, S2, Sn. Maintenant, chaque joueur connaît les ensembles de stratégies et les fonctions d'utilité de tous les joueurs adversaires. C'est-à-dire, il sait combien il gagne lui et il sait aussi combien gagne ou perd. Quand je dis gagne, ça voudrait dire si c'est en négatif, ça veut dire qu'il perd. Il sait ce que lui gagne et tous les joueurs tous les joueurs qui lui sont adversaires, tous ses adversaires qui jouent avec lui. Dans le cas particulier où le jeu est à deux joueurs, on peut représenter, vous allez voir, on peut représenter le jeu par une matrice de jeu. Par une matrice de jeu où les stratégies du joueur 1 vont être en ligne, les stratégies du joueur 2 vont être représentées en colonne et dans chaque case, on aura un couple d'éléments. Chaque cellule va être constituée d'un couple d'éléments X1, X2 où X1 va représenter le gain du joueur 1 dans la case et X2 le gain du joueur 2 dans la case. Dans un jeu à forme normale, les joueurs ou les deux joueurs sont supposés connaître la matrice du jeu. C'est la même chose que de dire, ce qu'on avait dit dans le 6, c'est que le numéro 6, on avait dit que tous les joueurs connaissaient les stratégies des autres joueurs et connaissaient aussi leurs fonctions d'utilité. C'est-à-dire, ils connaissent combien les joueurs, ils savent combien le joueur va gagner. Alors, dans la matrice de jeu à deux joueurs, les joueurs connaissent tout simplement la matrice de jeu. Ils connaissent la matrice de jeu, autrement dit, ils savent quelles sont les stratégies de leur adversaire chacun et ils savent dans chaque case combien va gagner chacun d'eux. Donc voilà, c'est quoi un jeu sous forme normale. Est-ce que c'est clair sa définition? Est-ce que vous voulez que je vous réexplique quelque chose? Vous voulez que je reprenne le point? J'ai pas lu votre question. Je voulais que je reprenne le tout. Le oui. Point 4, s'il vous plaît. Le point 4, d'accord. Donc, ah oui,
Donc, dans le point 4, j'ai dit que S représentait S1, S2, Sn qui appartiennent à grand S1 fois grand S2 fois grand Sn qui est égal à grand S, qui est une issue du jeu. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez par exemple deux joueurs. Le premier joueur, il dispose des stratégies A1, A2 jusqu'à AN. Et le deuxième joueur, il dispose des stratégies B1, B2 jusqu'à BN. Alors, tout couple du type AJ, AI, BJ, AI, BJ, c'est-à-dire une stratégie du joueur 1 confrontée à une stratégie du joueur 2, représente une issue du jeu. Ça, lorsqu'il s'agit de deux joueurs. Lorsqu'il s'agit de trois joueurs, par exemple, ça va être une stratégie du joueur 1, confrontée à une stratégie du joueur 2, confrontée à une stratégie du joueur 3. Donc, c'est une combinaison d'un choix des trois joueurs à la fois. S'il y a un joueur, chacun des joueurs, il va choisir une stratégie. Le premier, une stratégie parmi les siennes, c'est-à-dire qu'on notera S1. Le deuxième, une stratégie parmi ce qu'il possède qu'on va noter S2. Et le énième joueur, il va lui aussi choisir une stratégie parmi celles qu'il possède qu'on va noter Sn. Donc cette combinaison-là de différentes stratégies à la fois des différents joueurs représente une issue du jeu, c'est-à-dire un choix fait simultanément par tous les joueurs, chacun par rapport aux stratégies dont il dispose. Donc chacun va choisir la stratégie dont il dispose et ça me fait un vecteur. Regardez, les issues du jeu, elles sont au nombre du cardinal de S1 fois le cardinal de S2 fois le cardinal de Sn, n'est-ce pas? C'est-à-dire toutes les combinaisons possibles des choix possibles des joueurs. C'est-à-dire qu'ici, chaque case dans le vecteur, chaque coordonnée, elle représente une stratégie du joueur I. S1, c'est la stratégie du joueur 1, 2, le joueur 2, SI, la stratégie du joueur I. Est-ce que c'est clair, une issue du jeu? Est-ce que c'est clair? Vous voulez que je reprenne? Est-ce que c'est clair? D'accord. On va au fur et à mesure, quand on fera des exemples, vous allez voir c'est quoi la combinaison des actions. Attendez, est-ce que je peux vous donner un exemple de jeu? Par exemple, si vous avez dans un jeu dans un jeu d'échecs, par exemple, là il n'est pas un jeu sous forme normale, c'est un jeu séquentiel. Mais par exemple, le jeu le plus simple, c'est celui des jeux de cartes. Pourquoi? Parce que lorsque je vous l'expose, vous allez comprendre tout de suite. Si vous êtes en train de jouer aux cartes, donc vous disposez de je ne sais pas combien, je crois 52 cartes différentes, et votre adversaire aussi possède 52 cartes différentes. Donc toute combinaison d'un choix, de votre choix et de son choix constitue un couple, une action. Donc c'est une issue du jeu. Par exemple, vous avez choisi, l'As il a choisi le 3, c'est une issue du jeu. Vous avez choisi la reine carreau, il a choisi la dame, on dit je crois. La dame carreau, la dame pique, vous avez une issue du jeu. C'est-à-dire une issue du jeu, c'est un choix d'action simultanée de tous les joueurs. C'est un choix fixé d'action simultanée de tous les joueurs. Donc il est constitué d'un vecteur S1, S2, Sn. Donc c'est ça une issue du jeu. Donc par exemple, quand on va voir les exemples qui sont en dessous. Voilà, je l'espère. Voilà, on tombe bien. Donc par exemple dans le jeu de coordination, on va regarder ce jeu, on va l'expliquer. Donc deux amis veulent se rencontrer à un endroit A ou à un endroit B. C'est-à-dire, ils savent d'ores et déjà que leur ami, chacun d'eux sait que son ami va se trouver ou dans A ou dans B. D'accord? Ils savent qu'ils peuvent se rencontrer dans l'un des lieux. Maintenant, quels sont leurs paiements? Leurs paiements sont égaux à 1 s'ils se rencontrent et 0 sinon. D'accord? Et 0 sinon.
On peut alors représenter la matrice de jeu. La matrice de jeu, elle va être constituée de quoi? Quelles sont les stratégies de chacun des joueurs? À votre avis, quelles sont les stratégies de chacun des joueurs? Quelles sont les stratégies de chacun des joueurs? Non, ça c'est pas les stratégies, ça c'est les paiements. Les stratégies, c'est l'action qu'ils vont faire. Regardez, par exemple, vous êtes deux amis, ou vous vous rencontrez au niveau de l'amphithéâtre, où là vous avez cours, ou vous allez vous rencontrer au niveau de l'entrée de l'institut. D'accord? Vous avez du département, pardon. Par exemple, hein, vous décidez où vous rencontrez devant l'entrée ou même dans la salle. Alors vos stratégies, où vous attendez votre camarade, votre ami, où vous allez l'attendre dans la salle, où vous allez l'attendre devant la porte du département, n'est-ce pas? Devant l'entrée du département. Donc c'est ça votre choix. Non. Se rencontrer n'est pas se rencontrer, ça c'est une issue du jeu. En fait, les stratégies, c'est votre action. C'est votre action. C'est-à-dire votre objectif. Votre objectif étant des amis, vous voulez vous rencontrer. Ça, c'est votre objectif. D'accord? Ça, c'est votre objectif. Vous voulez vous rencontrer. Ça, c'est votre objectif. Maintenant, les actions auxquelles vous faites face, elles sont deux. Ou vous allez vous placer dans la salle, ou vous allez vous placer dans la porte du département. C'est ça les actions. C'est ça vos actions. C'est-à-dire, vous allez vous dire, je vais l'attendre à la porte du département, ou bien non, je vais l'attendre dans la salle. Elle aussi, de son côté, on suppose qu'il n'y a pas de téléphone portable, bien sûr. Elle aussi, de son côté, elle va se dire, je vais l'attendre devant la salle, ou je vais l'attendre devant la porte, ou je vais l'attendre dans la salle. Donc, les stratégies, ce sont vos actions. Ce sont les actions des joueurs. C'est leur choix ou leurs alternatives. Voilà, exactement. La stratégie, c'est l'action à faire dans l'objectif de réaliser quelque chose, une préférence. Par exemple, vous préférez la rencontrer. Ça aurait pu être le contraire, vous préférez ne pas la voir. Donc ça, c'est votre objectif. Maintenant, donc le joueur 1, si on regarde la matrice de jeu, le joueur 1, il va disposer de la stratégie A et de la stratégie B. Le joueur 2 de même, il va disposer lui aussi de la stratégie A et de la stratégie B. D'accord? Ça, ce sont vos actions. Attendre devant l'amphi ou attendre devant la porte du département. Donc, c'est ça le choix. Maintenant, selon les choix, si vous avez eu dans l'idée d'attendre dans le même endroit, vous allez vous rencontrer et vous allez toutes les deux avoir un gain de 1. Et la même chose pour bébé, c'est 1. Maintenant, si vous avez choisi deux endroits différents, vous n'allez pas vous rencontrer et votre gain sera de 0. Donc, dans la matrice de jeu, le gain ici, 0 représente le gain du joueur 1 et 0 là représente le gain du joueur 2. De même, pour le profil BA, regardez, ça c'est le profil AB. Le profil AB est une issue du jeu, c'est dont je parlais tout à l'heure. Le profil AA est une issue du jeu. Le profil BB est une issue du jeu. C'est-à-dire des actions qui se sont réalisées dans votre jeu ou qui peuvent être réalisées. Des actions réalisables. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que vous avez compris comment construire votre matrice de jeu? Donc, vous allez écrire les stratégies du joueur 1 en ligne, les stratégies du joueur 2 en colonne. Vous allez dans chaque case de votre matrice avoir un couple de réels. La première coordonnée va représenter le gain du joueur 1 par rapport au profil intersection, c'est-à-dire A, B, A, B, B, c'est-à-dire toutes
toutes les combinaisons possibles, ou bien dire les stratégies du joueur 1 confrontées aux stratégies du joueur 2. Et à chaque confrontation, il y a un gain possible. Il y a un gain possible. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord? D'accord? Donc, maintenant, on va donner un autre exemple un peu plus compliqué. Bon, par exemple, c'est l'exemple de duopole de Cournot. Donc, supposons que nous ayons deux firmes, E1 et E2, c'est-à-dire deux entreprises produisant quelque chose, une marchandise qu'on suppose similaire. Par exemple, je ne sais pas, des pommes de terre ou je ne sais pas, des tomates ou autre chose, ou carrément ou des PC ou un matériel informatique ou peu importe. Donc, on suppose qu'il y ait deux firmes, E1 et E2, qui produisent une marchandise similaire. On suppose que le coût de chacune de la production est une fonction CI. Quand je dis CI, ça voudrait dire pour l'entreprise E1, c'est C1. Et pour l'entreprise E2, c'est C2. Elles ne sont pas obligées d'avoir le même coût. Ça dépend de leurs produits, d'où ils ramènent leurs achats, comment ils payent leurs travailleurs, quelles sont les heures de leur ouverture. Donc le coût n'est pas forcément quelque chose qui sera pareil pour les deux firmes. C'est pas forcément quelque chose qui est pareil pour les deux firmes. Donc pour l'une des firmes, c'est C1, pour l'autre firme, c'est C2. Bien sûr, c'est une fonction qui a deux variables, SI. SI, c'est quoi? C'est la quantité que va produire la firme EI. C'est-à-dire la firme E1 va produire une quantité S1 et la firme E2 va produire une quantité S2. Elle va produire une quantité S2. Donc, maintenant, c'est un jeu. Pourquoi est-ce un jeu, à votre avis? Pourquoi est-ce un jeu? Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce que vous voyez l'interaction? Deux entreprises qui produisent la même marchandise. C'est ça, exactement, Gemma. C'est exactement ça. C'est le fait de vendre. Est-ce que les gens vont aller se précipiter vers l'entreprise E1? Est-ce qu'ils vont se précipiter vers l'entreprise E2? Et donc, c'est une interaction. Les clients, ils vont pas être partagés, ça va pas être quelconque. Par exemple, si on regarde certaines entreprises, c'est connu. Par exemple, si je regarde Samsung et Nokia, par exemple, Nokia a disparu pratiquement. Tous les gens sont allés vers Samsung pour acheter tout ce qui est téléphone portable et autre chose, et même tablettes, etc. Donc là, une entreprise peut prendre le dessus sur une autre. Et donc, comment on prend le dessus? On le prend grâce à une interaction stratégique. Donc là, dans cet exemple, on a deux firmes qui sont E1 et E2 et qui produisent un produit similaire. Le produit, leur stratégie, c'est quoi? Leur stratégie, c'est leur quantité de produits. Parce que s'ils produisent pour ne pas vendre, ça ne va pas être intéressant. Il faudrait qu'ils produisent de telle sorte à ce qu'ils gagnent. Chacun d'eux un gain ou à dépasser son concurrent. Donc, d'abord, on estime un coût pour chacune de ces productions. C'est-à-dire, pour l'entreprise E1, on a un coût qui est C1 de S1, c'est-à-dire, c'est une fonction qui, selon la quantité produite, elle aura le coût de cette production. Et bien sûr, pour l'autre entreprise, qui est E2, ça va être C2 de S2. Donc maintenant, la marchandise, bien sûr, va être vendue à un prix qu'on va noter P, qui dépendra de la production des deux, qui dépendra de S1
et de S2. Maintenant, si les deux produisent beaucoup, si S est trop grand, si les deux produisent beaucoup, logiquement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour P? Qu'est-ce qui va se passer pour le prix? Il va être forcément diminué. Il va être forcément diminué, oui, il va diminuer. Voilà, bas, il va être bas. Pourquoi? Parce qu'il y a assez pour tout le monde. C'est pour ça que le prix va dépendre des quantités produites par chacune des entreprises. Elle va dépendre de E1 et elle va de S1 et de S2. Donc, au fait, P, c'est une fonction de la variable S qui est la somme de S1 plus S2. Donc, maintenant, si on essaye de voir c'est quoi ce jeu, qui sont les joueurs? Les joueurs, c'est l'entreprise E1 et l'entreprise E2. Bien sûr, les joueurs, ce sont les deux entreprises E1 et E2. C'est quoi les stratégies? Les stratégies, c'est les quantités de production. Combien je vais produire? Est-ce que je vais produire 1000? Non, c'est beaucoup. Est-ce que je vais produire plutôt 500? Etc. Donc, chacun des joueurs, sa stratégie, c'est combien va-t-il produire de cette marchandise. Maintenant, la fonction d'utilité, comment est-ce qu'on va la calculer? La fonction d'utilité de chacun des joueurs, ça va être quoi? Ça va être, bien sûr, quand je dis le prix c'est à l'unité. Hein? Le prix, c'est à l'unité. Le prix, quand je dis P de S1 plus S2, c'est le prix de l'unité, d'accord? Donc, la stratégie, par exemple, l'utilité du joueur U1, par exemple, c'est quoi? U1 de S1, S2, ça va être quoi? Ça va être le prix multiplié par S1 moins le coût, n'est-ce pas? Le coût, c'est combien il a dépensé pour produire cette quantité. Donc, ça va être C1, S1. Et de même pour le joueur 2. U2 de S1, S2, ça va être quoi? Ça va être le prix qui dépend de la quantité S1 plus S2, multiplié par S2, moins C2 fois S2, qui est la valeur du coût. Est-ce que c'est clair comment on a calculé la fonction d'utilité? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair comment on a calculé la fonction d'utilité? Donc, la fonction d'utilité, ça va être combien il va gagner. Combien il va gagner? Ça va être le prix, n'est-ce pas? Le prix multiplié par la quantité produite moins le coût de cette quantité, moins combien il a dépensé pour faire cette marchandise. Et ceci pour chacun des joueurs. Bien sûr, à supposer que tout ce qu'il a produit, il a vendu, bien sûr. À supposer que tout ce qu'il a produit, il a vendu. Est-ce que c'est clair comment on a modélisé ce jeu? Est-ce que c'est clair comment on a modélisé ce jeu? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, c'est quoi le S1 plus S2? Le S1 plus S2, c'est la quantité complète de la marchandise sur le marché. J'ai pas compris votre question. La deuxième question, je ne l'ai pas. Bon, je vais répondre à la première et ensuite vous allez me poser la deuxième, d'accord? Donc pour la première question, donc c'est quoi S1 plus S2? C'est la quantité produite par les deux. Parce que le prix, il va dépendre de la quantité produite par les deux. Il va dépendre de la quantité sur le marché. D'accord? Il va dépendre de la quantité sur le marché. Donc, la quantité sur le marché, c'est ce qu'a produit l'entreprise 1 plus ce qu'a produit l'entreprise 2. C'est ça, S1 plus S2. D'accord? C'est la somme des deux quantités produites. D'accord? Par l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Est-ce que c'est clair? D'accord. Maintenant, la deuxième question, s'il vous plaît, je ne l'ai pas vue. Pouvez parler, pouvez intervenir. Madame, Oui, Madame, la dernière phrase, Alex, c'est un jeu qui n'est pas sous forme normale car le nombre de stratégies est non fini. oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Alors, regardez. Ici, si vous avez bien compris le jeu, il y a deux joueurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez le représenter sous forme matricielle? Est-ce que vous pouvez le représenter sous forme matricielle? Pour le Non. représenter... Non.
pour le représenter sous forme matricielle, il faudrait que le nombre de lignes et de colonnes soit fini. Ici, le nombre de lignes de colonnes n'est pas fini. Pourquoi? Pourquoi le nombre de stratégies n'est pas fini? N'est pas fini, voilà, la quantité à produire n'est pas finie. Je peux, en plus, non seulement elle n'est pas finie, en plus elle n'est pas dense, elle est dense. Elle est dense. Bon, mis à part si c'était un produit type nombre de PC ou la type dénombrable. Si c'est pas dénombrable, si c'est des kilos ou des tonnes, c'est en principe quelque chose de dense. Je peux produire 2 kilos, comme je peux produire 2,4 kilos, comme je peux produire 2 tonnes, comme je peux produire 2,5 tonnes ou 2,0003 tonnes. Et donc, au fait, non seulement c'est pas fini, en plus c'est dense. C'est dense, c'est-à-dire, je ne peux pas savoir stratégie, et je ne peux pas dénombrer mes stratégies. En plus, elles ne sont pas finies. Je ne peux pas les dénombrer, elles ne sont pas finies, donc ce n'est pas un jeu sous forme normale propre. Sous forme normale propre. Quoique, on verra plus tard qu'on peut lui appliquer quelques concepts, qu'on pourra lui appliquer quelques concepts du jeu sous forme normale, mais pas tous les concepts. Certains concepts, on ne peut pas les appliquer. Par contre, d'autres, on peut le faire. Est-ce que c'est clair l'exemple? Est-ce que l'exemple est clair? Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple? Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple? Si vous n'avez pas de questions, on va regarder la considération de dominance. Je vais vous expliquer c'est quoi la considération de dominance. Dans la considération de dominance, on suppose qu'un joueur, toujours, il est rationnel, et donc, puisqu'il est rationnel, il choisira jamais une stratégie s'il dispose d'une stratégie qui lui assure un gain supérieur. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi. Supposons qu'un joueur dispose d'une stratégie qui, quel que soit le choix de ses adversaires, elle donnera un gain meilleur que toutes les autres stratégies. D'accord? Regardez. Supposez qu'un joueur dispose d'une stratégie que quel que soit ce que vont faire les autres et quelles que soient ses autres stratégies à lui, il va toujours avoir un gain supérieur. Supposez qu'il dispose de ça. S'il dispose de cette stratégie, il va la choisir inévitablement, n'est-ce pas? Et si tous les joueurs disposent dans un jeu par exemple, si tous les joueurs disposent de cette stratégie, ils vont tous la choisir et le jeu est fini. Il n'y a plus rien à étudier. Ce qu'on appelle ça, ce genre de stratégie, on les appelle les stratégies dominantes. Les stratégies dominantes. Pourquoi elles sont dominantes? C'est parce que, quel que soit ce que vont faire les autres, je suis gagnant avec ces stratégies. Ce qu'on appelle aussi, peut-être vous allez voir en jeu, en conception de jeu, c'est ce que j'appellerais la stratégie gagnante. Du moment que j'ai une stratégie gagnante, pourquoi est-ce que je vais choisir d'autres stratégies? D'accord? Pourquoi est-ce que je vais choisir d'autres stratégies? C'est ça la considération de dominance. La considération de dominance, c'est de chercher parmi les stratégies des joueurs ou de chacun des joueurs, s'il ne dispose pas d'une stratégie qui, quel que soit le choix des autres, va lui rapporter plus que toutes ces autres stratégies. Et donc, ces stratégies-là, il va l'adapter, il va l'apprendre, il va l'adopter, pardon, il va l'apprendre et ça va être l'issue finale de son jeu. Donc, on donne un exemple très connu qui est le dilemme. On va définir ça de manière mathématique exacte, mais d'abord, on va donner un exemple très connu qui est le dilemme du prisonnier, que vous connaissez sûrement. Donc, dans le dilemme du prisonnier, qu'est-ce qu'on a? On suppose que nous avons 2 suspects qui sont interrogés par la police, bien sûr pour un délit commis par les 2. On suppose que la police ne possède pas de preuves suffisantes pour la condamnation des prévenus, c'est-à-dire qu'elle n'a pas assez de preuves pour dire ils ont commis ce crime ou par exemple ils ont fait cette action délictueuse. Donc l'aveu de l'un des 2 est indispensable, c'est-à-dire que l'un des 2 doit avouer qu'ils l'ont fait tous les 2. Alors qu'est-ce qu'elle va proposer à chacun des 2? Elle va proposer qu'il avoue
le crime. Donc, s'ils vont avouer, s'il avoue le crime, qu'est-ce qui va se passer? Il va être relâché ou bien, même s'il n'est pas relâché, il va avoir un petit, il va être emprisonné pour une année au lieu de 10 ans, etc. Il va avoir juste un petit problème. Alors que celui qui n'a pas avoué, il va avoir une peine de 10 ans. C'est-à-dire, celui qui avoue va se retrouver dehors, alors que celui qui n'a pas avoué, s'il n'avoue pas bien sûr, il va aller en prison. Maintenant, s'ils avouent tous les deux, ils auront une peine de 5 ans chacun. D'accord? S'ils n'avouent pas tous les deux, ils auront une peine de 5 ans chacun. Maintenant, si aucun des deux n'avoue, si ni l'un ni l'autre n'avoue, ils auront une peine d'1 an chacun pour un délit mineur. Donc, regardez ce qui se passe. Si l'un d'eux avoue et l'autre pas, celui qui a avoué, il va être relâché, alors que l'autre, il va avoir 10 ans de prison. Si tous les deux avouent, ils vont se partager la peine de 5 ans chacun. Si aucun des deux n'avoue, ils auront une peine d'1 an pour un délit mineur. Donc, regardez la matrice de jeu. Donc, ça, c'est la matrice de jeu. Alors, les actions, c'est quoi? Quelles sont les actions? Les actions ici, c'est avouer, ne pas avouer. Choisir d'avouer ou choisir de ne pas avouer. C'est ça, les actions. D'accord? Et les actions pour chacun des joueurs vont être avouer, ne pas avouer pour le premier suspect et avouer, ne pas avouer pour le second suspect. Alors, la matrice de jeu va être de la manière suivante. On avait dit que s'ils avouent tous les deux, ils auront 5 ans de prison. On va noter ça -5. Pourquoi? Parce que c'est -5 ans de leur vie en étant libre. Donc, avouer, ça va être -5. Si l'un avoue et l'autre n'avoue pas, il va gagner 0, c'est-à-dire qu'il va rien perdre, alors que l'autre va perdre 10 ans de sa vie. Maintenant, de même, si le premier joueur n'avoue pas et le second avoue, il va perdre 10 ans, alors que le second joueur va ne rien perdre. Maintenant, si tous les deux n'avouent pas, tous les deux, ils vont perdre seulement une année de leur vie. Seulement une année de leur vie. Regardez ce jeu. D'abord, est-ce que ce jeu est clair? Est-ce que ce jeu est clair? Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? D'accord. Donc maintenant, regardez les actions. Regardez, par exemple, pour le premier suspect, regardez l'action avouer et regardez l'action ne pas avouer. Regardez l'action avouer et regardez l'action ne pas avouer. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Si le joueur n'avoue pas, qu'est-ce qu'il aura à gagner? Voilà. Il n'a rien à gagner. Maintenant, s'il avoue, qu'est-ce qui va se passer? En ne sachant pas ce que va faire son ami, en fait, contre le suspect 2. En sachant pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez dans la matrice. Qu'est-ce qui se passe? S'il avoue, quel que soit ce qu'il va faire l'autre, regardez. Voilà, soit il prend 5 ans, soit il est libéré. Par contre, s'il n'avoue pas, soit il prend 10 ans, soit il prend une année. Donc logiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Logiquement, qu'est-ce qu'il va choisir? Le suspect 1, qu'est-ce qu'il va avouer? Très bien, c'est ça, il va avouer. De même, si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire si on regarde le jeu dans l'autre sens, si on regarde le jeu pour le deuxième suspect, c'est exactement la même chose. Ou bien, il va prendre, s'il n'avoue pas, il prend ou bien 10 ans ou bien une année,
Par contre, il avoue, il prend ou bien 5 ans, ou bien rien du tout. Donc, il va aussi faire la même chose, et donc il va aussi avouer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair l'issue du jeu ici? Est-ce qu'elle est claire? Donc, chacun d'eux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avouer. Et donc, l'issue du jeu n'est rien d'autre que avouer. Ils vont avouer tous les deux. Ils vont tous les deux avoir 5 ans de prison. Ils vont tous les deux avoir 5 ans de prison. Pourquoi? Parce que ni le suspect 1 ne va faire confiance au suspect 2, ni le suspect 2 ne va faire confiance au suspect 1. Et donc, pour assurer chacun de ses arrières, il va forcément aller vers avouer. Et donc, tous les deux vont avouer le délit qu'ils ont commis. Est-ce que c'est clair le dilemme du prisonnier? Est-ce que c'est clair ce jeu? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui. Du coup, l'issue du jeu, c'est prendre la combinaison d'avoue, c'est ça? Exactement. Chacun d'eux, donc l'issue du jeu final, c'est que chacun d'eux, il va forcément avouer. Ils vont tous les deux forcément avouer. Et donc, c'est ça l'issue du jeu. Donc, c'est une manière qui a été pratiquée par la police, on le sait bien, c'est de pousser chacun des suspects à avouer de telle sorte à ce que la peine sera partagée par tout le monde, de telle sorte à ce qu'ils inculpent tous les malfaiteurs. C'est ça l'objectif. Donc, au fait, ils vont tous les deux choisir avouer. Maintenant, ça, c'est d'une manière intuitive, n'est-ce pas? C'est la manière intuitive. Bien sûr, s'il y avait coordination entre les deux suspects, c'est-à-dire s'il y avait coopération entre les deux, donc notre jeu ici n'est pas coopératif. Il n'est pas coopératif parce que les suspects ne s'entendent pas sur quelque chose. Bien sûr, s'il était coopératif, l'issue du jeu aurait été ne pas avouer. Mais ça, c'est un autre type de problème. Donc là, si le jeu était coopératif, l'issue du jeu aurait été ne pas avouer, qui est de gain bien plus intéressant que celui d'avouer. Maintenant, si on regarde la modélisation mathématique du problème. Excusez-moi. Au fait, ça repose sur la dominance. C'est quoi la dominance? La dominance, c'est que la stratégie pourquoi elle la domine? Je vais vous expliquer pourquoi elle la domine. Coupure, pardon. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, je ne sais pas qui m'appelle maintenant, parce qu'en plus, je partage la connexion du téléphone avec le PC. C'est pourquoi vous avez eu... Et que là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Maintenant, oui? D'accord. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. D'accord? Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que, mathématiquement parlant, cela veut dire que la stratégie avouée domine la stratégie ne pas avouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez comment je vais faire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la souris. Je regarde cette case par rapport à celle-ci. J'ai le moins 5 qui est supérieur à moins 10 et le 0 qui est supérieur à moins 1. D'accord? Et donc, la stratégie avouée est dominante ou domine la stratégie ne pas avouer. De même, pour le deuxième joueur, je vais regarder le moins 5, c'est-à-dire son gain, qui est supérieur à moins 10 et le 0 qui est supérieur à moins 1. Et donc, la stratégie avouée domine la stratégie ne pas
avoué. Donc, mathématiquement parlant, en fait, on peut modéliser ce jeu en disant que la stratégie avouée, quel que soit le profil adverse, donne un meilleur gain que la stratégie ne pas avouée pour le même profil adverse. Faites très attention, c'est pour le même profil adverse. C'est-à-dire, on regarde les choses d'une manière horizontale pour le joueur 1 et d'une manière verticale pour le joueur 2. On balaye d'une manière horizontale pour le joueur 1 et on balaye d'une manière verticale pour le joueur 2. Cela s'explique par le fait que pour un profil adverse donné, la stratégie avouée domine la stratégie ne pas avouée. C'est ce qui nous ramène à la définition mathématique de la dominance. Donc, définition. Dans un jeu en forme stratégique, on dit qu'une stratégie S'(I) est dominante pour un joueur I si et seulement si, quel que soit SI appartenant à grand SI moins S'(I), on a UI de S'(I) S-I est strictement supérieur à UI de SI S-I et ceci quel que soit S-I. Et ceci quel que soit S-I. Donc je reprends la définition. Une stratégie S'(I) est dominante pour le joueur I si et seulement si, quel que soit SI appartenant à grand SI moins S'(I), c'est-à-dire quelles que soient toutes les autres stratégies du joueur I, nous avons le gain lorsqu'il adopte S'(I), c'est-à-dire UI de S'(I) face à un profil S-I fixé, est strictement supérieur à UI de SI S-I. Et ceci, quel que soit le profil adopté S-I. Est-ce que c'est clair la définition? Est-ce que la définition est claire? Sinon, je vais la reprendre. Hein. Est-ce que la définition est claire? Je vais la reprendre. Donc, dans un jeu sous forme normale ou bien sous forme stratégique, une stratégie S'(I). Une stratégie S'(I), c'est une stratégie du joueur I donné. Ça peut être joueur 1, 2, 3, etc. Donc, c'est une stratégie S'(I). On dit qu'elle est dominante. On dit qu'elle est strictement dominante ou bien dominante. Si, quelles que soient les autres stratégies de ce joueur, donc quel que soit SI appartenant à grand SI moins S'(I), on aura le II, c'est-à-dire le gain de ce joueur s'il adopte S'(I) face à S-I, un profil des adversaires, ça va être strictement supérieur à UI de SI, S-I, et ceci quel que soit S-I. Donc, s'il adopte la stratégie S'(I), il a toujours un gain strictement supérieur que s'il adopte n'importe quelle autre stratégie SI. Et ceci, bien sûr, face à un profil adverse fixé, qui est S-I. Est-ce que c'est clair la définition? Est-ce que la définition est claire? D'accord. Donc, dans un jeu, si tous les joueurs disposent chacun d'une stratégie dominante, si dans un jeu, tous les joueurs disposent d'une stratégie dominante, donc chacun d'eux possède une stratégie dominante, et qu'il adopte cette stratégie comme tout à l'heure, dans le jeu du dilemme du prisonnier, alors le jeu est fini. L'issue du jeu, elle est claire. Donc, en outre, trouver les stratégies dominantes de chaque joueur va me permettre effectivement de résoudre le jeu. Va me permettre de résoudre le jeu et de trouver son issue. Mais est-ce que, forcément, tous les joueurs possèdent des stratégies dominantes? Est-ce que dans un jeu, il y a toujours des stratégies dominantes? Non, pas forcément. Ça se peut qu'il y ait des stratégies dominantes, comme ça se peut qu'il n'y ait pas de stratégie dominante. Et là, la question est comment modéliser le jeu en utilisant la dominance, en utilisant toujours ce concept, mais autrement. Alors, comment on va l'utiliser? Regardez, je vais vous donner d'abord un exemple et je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc, soit la matrice de jeu suivante, regardez.
vous avez deux joueurs. Et le premier joueur, il dispose des stratégies H, M et B. Le deuxième joueur, il dispose des stratégies G, M et D. Les gains des joueurs sont représentés dans les couples suivants. Par exemple, pour HC, c'est 4-3, 5-1, 6-2, etc. Par exemple, pour le profil BD, c'est 2-8, etc. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que dans ce jeu, il existe une stratégie? Est-ce que, par exemple, le joueur 1 possède une stratégie dominante? Est-ce que le joueur 1 possède une stratégie dominante? Regardez le jeu. Est-ce qu'il possède une stratégie dominante? Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie dominante? C'est une stratégie, si je regarde horizontalement, n'est-ce pas, si je balaye horizontalement, qui lui rapporte toujours plus. Qui lui rapporte toujours plus, n'est-ce pas? C'est ça ce que ça voudrait dire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je vous demande de faire? Sinon, je reprends. Hein? Voilà, il n'a pas de stratégie dominante. Il n'a pas de stratégie dominante. Pourquoi il n'a pas de stratégie dominante? S'il prend le H, par exemple, c'est vrai que le 4 est supérieur à 2, mais le 5, il est inférieur à 8. Et donc, elle ne l'est pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, si on prend le M déjà, le 4, il est... si on prend le M, déjà, le 2, il est inférieur à 4. Elle n'est pas intéressante. Si on prend le B, par exemple, le 3, il est inférieur à 4. Et donc, elle n'est pas non plus une stratégie dominante. Et donc, le joueur 1, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Donc, le joueur 1 ne possède pas de stratégie dominante. Est-ce que vous êtes d'accord? Il ne possède pas de stratégie dominante. Maintenant, le joueur 2, est-ce qu'il en possède? Il faut maintenant balayer verticalement et regarder la deuxième coordonnée. Hein, et regarder la deuxième coordonnée. On a 3, effectivement, il est supérieur à 1. Mais 1, il est inférieur à 4. Donc elle n'est pas dominante. Si on regarde le M, déjà, ça ne marche pas déjà avec le G. Si on regarde le D, le 2, il est supérieur à 1, mais il n'est pas supérieur à 3. Mais il n'est pas supérieur à 3. Donc la D non plus n'est pas dominante. Donc ni le joueur 1, ni le joueur 2 ne possèdent de stratégie dominante. Alors comment résoudre ce jeu? Alors qu'est-ce qu'on va définir? On va plutôt maintenant définir la stratégie dominée. Au lieu de définir la stratégie dominante, on va définir la stratégie dominée. Donc c'est quoi une stratégie dominée? Une stratégie, elle est dominée s'il existe une autre stratégie parmi les stratégies du joueur qui la domine. Autrement dit, une stratégie qui rapporte mieux qu'elle, quel que soit le profil de l'adversaire. D'accord? Donc, on passe à la définition d'un autre type de stratégie qui est la stratégie dominée. On va définir c'est quoi la stratégie dominée. Alors, dans un jeu sous forme stratégique, on dit qu'une stratégie S chapeau I est strictement ou bien fortement dominée par la stratégie S'I appartenant à grand SI si et seulement si on a UI de S'I S-I est strictement supérieur à UI de S chapeau I S-I et ceci quel que soit S-I. Donc une stratégie S chapeau est strictement dominée par une stratégie S' si S' rapporte toujours un gain qui est supérieur à la stratégie S chapeau I. Autrement dit, ici il manque un UI, hein. Autrement dit, UI de S'I S-I est toujours supérieur à UI de S chapeau I S-I. Et ceci, quel que soit S-I. Maintenant, si l'inégalité est large, c'est-à-dire si on a UI de S'I S-I est supérieur ou égal à UI de S chapeau I S-I et ceci, quel que soit S-I, avec l'existence d'un S étoile moins I tel que l'inégalité soit stricte, on dira que la stratégie S chapeau I est faiblement dominée
par la stratégie S'(I). Donc, la stratégie S'(I) domine fortement la stratégie S'(I). Si et seulement si, elle donne toujours un gain qui lui est strictement supérieur. C'est-à-dire, de telle sorte à ce que UI de S'(I) S-I est toujours strictement supérieur à UI de S'(I) S-I. Et ceci, quel que soit S-I. On dira que la dominance est faible, qu'elle n'est pas forte, qu'elle n'est pas stricte, lorsqu'on a l'inégalité, elle est large, c'est-à-dire UI de S'(I) S-I est supérieur ou égal à S'(I) S-I, ceci quel que soit S-I, avec la condition, il existe un profil adverse de telle sorte qu'elle lui est strictement supérieure. Il faudrait que quelque part, elle lui soit strictement supérieure, même si ailleurs il y a égalité, c'est pas grave. On dira que dans ce cas-là, elle la domine faiblement, ou bien que la stratégie S'(I) est faiblement dominée par la stratégie S'(I). Est-ce que c'est clair ces deux définitions? Est-ce que ces deux définitions sont claires? Est-ce que les deux définitions sont claires? Est-ce que vous avez compris les deux définitions? D'accord? Donc, la dominance, elle est stricte s'il y a strictement supérieur. La dominance, elle est faible s'il y a une inégalité large, mais à condition d'avoir quelque part pour un certain profil une inégalité stricte. D'accord? Donc, on appellera ça la forte et la faible dominance respectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans un jeu? On va tout simplement éliminer les stratégies dominées. Donc, au fur et à mesure qu'on élimine les stratégies dominées, d'accord, à la fin, on obtiendra peut-être l'issue du jeu. On obtiendra peut-être l'issue du jeu. Pourquoi? Parce qu'une stratégie dominée n'est forcément pas adoptée par le joueur. Elle est dominée, elle ne lui rapporte pas grand-chose. Donc, il va forcément l'éliminer de son jeu. Et donc, au fur et à mesure qu'on va éliminer ces stratégies dominantes, on peut peut-être arriver à une issue du jeu. On appellera cette méthode la ESSD, c'est-à-dire l'élimination successive des stratégies dominées. D'accord? Ou bien la ESSFD, l'élimination successive des stratégies faiblement dominées. Donc, on va reprendre l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? On va reprendre l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vais remonter un peu pour redescendre. D'accord? On va regarder pour le joueur 2. Regardez pour le joueur 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il existe une stratégie qui est dominée par rapport à une autre? Regardez dans ce jeu. Regardez. Est-ce que la stratégie D domine la stratégie M? Regardez, le gain, c'est 2, il est supérieur à 1. Le 6, oui, le 6, il est supérieur à 4. Et le 8, il est supérieur à 6. Donc, au fait, la stratégie M du joueur 2, elle est dominée. La stratégie M du joueur 2, elle est dominée. Donc, forcément, le joueur 2, il va l'éliminer de sa liste. Il va l'éliminer de sa liste. Donc, quand il va l'éliminer, on aura une nouvelle matrice de jeu qui est la suivante. Donc, au fait, le joueur 2, il va disposer que de ces deux stratégies. La stratégie G et la stratégie D. Alors que le joueur 1 va toujours garder ses stratégies H, M, B. Mais maintenant que la stratégie M du joueur 2 a été éliminée, est-ce qu'il n'y aura pas de dominance du côté du joueur 1? Est-ce qu'il n'y aura pas de dominance du côté du joueur 1? Alors regardez, est-ce qu'il y a une dominance ici? Est-ce qu'il y a une dominance? Regardez. Oui, M. Donc oui, M, elle est déjà dominée par H, n'est-ce pas? M, elle est dominée par H. On a 4 qui est supérieur à 2 et 6 qui est supérieur à 3. On remarque même mieux
que H, elle domine aussi B. Que H, elle domine aussi B. Regardez, 4 supérieur à 3 et 6 supérieur à 2. Donc, au fait, je peux ne garder que la stratégie H pour le joueur 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Après avoir éliminé la stratégie M du joueur, la stratégie M du joueur 2, la stratégie H, elle est devenue dominante. Elle est devenue dominante. Et donc, au fait, je vais éliminer et la stratégie M et la stratégie B à la fois. Parce qu'elles sont devenues dominées par la stratégie H. Et donc, au fait, la matrice va se transformer en quelque chose de pareil. Elle va se transformer en la matrice, la stratégie H que va forcément adopter le joueur 1 face aux stratégies G et D. Et quelle est l'issue du jeu à votre avis? Que va-t-il choisir le joueur 2? Il va choisir laquelle des stratégies? Qu'est-ce qu'il va choisir? Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il va choisir? Que va-t-il choisir le joueur 2? Voilà, il va choisir G. Pourquoi il va choisir G? Parce qu'elle lui rapporte plus. Elle lui rapporte 3. Elle lui rapporte plus, donc il va la choisir. Et donc l'issue de ce jeu final, c'est quoi? C'est HG. Au fait, l'issue de ce jeu, c'est HG. D'accord? Est-ce que vous avez compris comment on fait l'élimination successive? D'accord. Donc maintenant, si vous avez bien compris, il y a les inconvénients de cette méthode. On va expliquer les inconvénients de cette méthode. Le premier inconvénient, c'est qu'en éliminant les stratégies dominées, ça se peut qu'on n'arrive à rien. Ça se peut qu'on n'arrive à rien. C'est-à-dire, on va réduire le jeu. D'accord, on va le réduire. C'est-à-dire que pour chacun des deux joueurs, certaines stratégies vont être éliminées. Mais ceci n'entraîne pas forcément qu'il va y avoir une issue du jeu. Ça n'entraîne pas forcément que la matrice qu'on va obtenir à la fin, on peut encore la réduire encore plus. Et donc ça, c'est le problème essentiel dans les équilibres en ESST. Maintenant, le deuxième point très important, c'est que quand je vais éliminer, je ne vais pas forcément avoir une solution unique. Je ne vais pas forcément avoir une solution unique. Je vais revenir à l'exemple pour vous expliquer un petit peu. Regardez, supposez qu'ici, le G rapportait 3 et le D rapportait 3. D'accord? Supposez qu'ici, que le G rapportait 3 pour le joueur 2 et que le D aussi rapportait 3. Donc, supposez que tout au bout, qu'on avait 4, 3, 6, 3. Alors, quelle sera l'issue du jeu? Quelle sera l'issue du jeu? Ça va être un problème, ça va être ce qu'on appellera un point culminant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir le HG ou bien le HD. Donc, l'élimination successive des stratégies dominées n'entraîne pas forcément une solution, et encore mieux, elle n'entraîne pas forcément une solution unique. Maintenant, l'ordre d'élimination des stratégies, quand j'élimine des stratégies dominées, ça se peut qu'il y ait beaucoup de stratégies dominées, ça se peut que ce soit pour le joueur 1 ou bien pour le joueur 2. La question est de dire, est-ce que si je suis un certain ordre d'élimination, est-ce que j'obtiens les mêmes stratégies? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai à condition d'avoir une stricte dominance. Quand j'ai une stricte dominance, l'élimination des jeux dominés ne va pas dépendre de la séquence que je vais suivre. Par contre, lorsqu'on a des stratégies faiblement dominées, on verra que l'issue du jeu dépendra de la séquence d'élimination effectuée. C'est-à-dire, si j'élimine une stratégie avant une autre ou vice-versa, je vais, dans chacun des cas, obtenir des résultats différents. Donc là, je vais vous donner un exemple sur ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, dans cet exemple, je vais vous montrer que l'ordre d'élimination ne va pas
ne va pas me donner les mêmes profils. Regardez, si je prends l'élimination T, R, B, ensuite C, c'est-à-dire j'élimine d'abord T. Pourquoi je l'élimine? Parce qu'elle est déjà, dominée par la stratégie M, d'accord? Ici, T, elle est faiblement dominée par la stratégie M. Hein. Ici, T, elle est faiblement dominée par la stratégie M. Remarquez, 2, il est supérieur à 1. Voilà, exactement, parce qu'il y a une certaine égalité. Voilà, 2 égale à 2, exactement. Ici, le T, elle est faiblement dominée par la stratégie M. Donc, si je suis cette séquence, donc je vais éliminer le T, ensuite je vais éliminer le R, on verra qu'en éliminant le T, je peux éliminer le R, ensuite je vais éliminer le B, ensuite je vais éliminer le C, je vais obtenir l'équilibre ML, dont le résultat est de 2. Par contre, si je suis une autre séquence, c'est-à-dire si je commence par éliminer la stratégie B ici, elle est aussi dominée par la stratégie M. Donc si je commence par éliminer la stratégie B, ensuite la L du joueur 2, ensuite la C et enfin la T, je vais obtenir un nouvel équilibre qui est MR et dont le gain est 3-2. Donc, lorsque j'élimine les stratégies faiblement dominées, je n'obtiens pas forcément le même équilibre. Je n'obtiens pas forcément le même équilibre. Donc, l'élimination des stratégies faiblement dominées successives ne me donne pas des issues semblables. Elle peut me donner des issues différentes, comme le montre l'exemple suivant. Par contre, l'élimination dans des stratégies fortement dominées donne toujours le même équilibre. Est-ce que c'est clair cette idée? Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'exemple est clair? Vous pouvez le refaire à la maison, par révision. Vous pouvez le reprendre et appliquer les dominances et suivre les séquences. Vous allez remarquer que vous allez tomber sur 2 résultats différents. Néanmoins, dans l'un des résultats, un profil est rajouté. Un profil est rajouté par rapport à l'autre. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire? Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, merci. Donc maintenant, ah oui, voilà. Et dans ce cas, est-ce qu'on n'a pas d'issue? Oui. Dans ce cas-là, on fait intervenir des concepts. Je vais vous expliquer. On va intervenir des données en plus. Par exemple, dans le jeu qu'on vient de présenter, regardez, si il n'y a pas d'animosité entre les 2 joueurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le joueur 1 n'a pas, ou le joueur 2 n'a pas l'intention de faire perdre le joueur 1, il va choisir le L. D'accord? Il va choisir le L. Il va choisir le R. Il va choisir le R parce que ça va permettre à son adversaire de gagner plus. D'accord? Maintenant, si il y a une information selon laquelle il y a animosité ou il y a quelque chose entre les 2 joueurs, dans ce cas-là, il va choisir le L parce qu'il ne voudra pas que son adversaire gagnera plus. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire, une fois qu'on a affaire à deux équilibres de la sorte, on fait rentrer d'autres notions. Parmi elles, la paréto-dominance. Par exemple, je vais vous expliquer la paréto-dominance, après on la verra de manière détaillée. Par exemple, ici, le MR, le profil MR, il domine, au sens de Pareto, on verra ce que ça veut dire, le profil ML, n'est-ce pas? Il le domine. Pourquoi? Parce qu'il augmente le gain d'un joueur sans diminuer le gain de l'autre. Il domine le gain d'un joueur sans diminuer le gain de l'autre. Et dans ce cas-là, le profil MR est paréto-dominant au profil ML. Et donc la paréto-dominance
peut trancher, par exemple. La paréto-dominance peut trancher. Des données autres que la paréto-dominance peuvent aussi intervenir pour trancher. Il y aura la sécurité, il y aura plein de choses qu'on pourra par la suite étudier lorsqu'il y aura des issues de la sorte. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Néanmoins, on va encore la détailler. On va encore la détailler dans d'autres concepts. D'accord? On va encore l'expliquer. Donc là, le quatrième point, c'est que la résolution d'un jeu non comparatif par application successive des dominants stricts semble fournir une solution satisfaisante lorsqu'elle mène à une solution unique. Pourtant, la solution à laquelle conduit ce processus ne s'impose pas toujours de manière naturelle. C'est ce dont je parlais de la sécurité. Regardez, parfois, elle paraît logique, c'est-à-dire je fais des éliminations successives, j'élimine les stratégies dominées, c'est bon, j'ai la solution. Mais parfois, elle est fausse, cette solution. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans cette notion, on ne regarde qu'un aspect du problème, qui est l'aspect de la dominance. C'est-à-dire, on voit, est-ce que la stratégie, elle est dominée, il élimine. Elle est dominée, il élimine. Mais parfois, le joueur, il ne regarde pas seulement cette partie-là, il regarde aussi son niveau de sécurité, il regarde aussi qu'est-ce que ça peut lui rapporter. Parfois, le fait d'adopter une stratégie peut être nuisible si les adversaires adoptent une certaine stratégie bien précise, et donc il aura peur de l'adopter. Ça, ce qui va être clair dans cet exemple. Regardez dans l'exemple. Par exemple ici, regardez, on a le premier joueur, il dispose de la stratégie H et de la stratégie B. Le deuxième joueur, il dispose de la stratégie G et de la stratégie D. D'accord? Si on fait les éliminations successives, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Quelle est l'issue du jeu, à votre avis? Quelle sera l'issue du jeu? Quelle sera l'issue du jeu? Si on réfléchit, voilà. Si on réfléchit en dominance, ça va être HG. Vous avez tous trouvé HG. Très bien. Est-ce qu'à votre avis, le joueur 1 va adopter la stratégie H? Risqué. Très bien dit. Risqué. Il ne la prendra jamais. Il ne la prendra jamais. C'est une stratégie que le joueur 1 ne prendra jamais parce qu'elle est trop risquée pour lui. À la petite erreur du joueur 2, au lieu de prendre G, il prend D, parce que pour lui, il n'y a pas de différence, 10 ou 9, c'est rien du tout. Si à la petite erreur, il va adopter la stratégie D, le joueur 1, il va tout perdre. Il va tout perdre. Et donc, logiquement, c'est une stratégie qui ne va pas être adoptée. Et donc, même en appliquant ce genre de concept, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un autre concept qui l'a contredit, qui est le niveau de sécurité, qui est un concept très important. Un joueur ne prend jamais une stratégie risquée. Donc, celle qui s'impose de manière naturelle, et bien qu'elle ne soit pas, et bien qu'elle ne soit ni dominée, ni rien du tout, c'est quoi l'issue du jeu à votre avis? Celle qui sera la plus possible d'être adoptée? C'est quoi la stratégie à votre avis qui est la plus plausible? C'est la stratégie BG, exactement. C'est la stratégie BG. La stratégie BG, elle est la plus naturelle à être adoptée sans utiliser d'élimination successive. Donc ça, c'est pour vous expliquer que la notion de dominance, même si elle vous donne un résultat très intéressant, elle peut ne pas forcément être rentable. Elle peut ne pas forcément être rentable. C'est-à-dire, oui. Madame, dans ce genre de cas, on ne peut pas sommer les fonctions d'utilité d'une solution. Donc, il faut par exemple la somme maximum.
Pardon, excusez-moi, il y a eu une coupure, hein. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, madame. Pardon, il y a eu une coupure, oui. Madame, je disais que est-ce qu'on peut pas utiliser, alors, est-ce qu'on peut pas sommer du coup les fonctions d'utilité d'une solution? Généralement, est-ce qu'une solution est meilleure qu'une autre? Sommet. Eh oui, c'est dans le sens où on voit exactement ce qu'elle rapporte, quels que soient les autres. Oui, oui, Exactement. on peut réfléchir comme ça. Mais au fait, ce qu'on va utiliser, c'est que toutes les stratégies à haut risque vont être éliminées du jeu. C'est-à-dire qu'au fait, si j'ai on va regarder les stratégies à haut risque, c'est-à-dire les stratégies à niveau de sécurité très bas. Une stratégie à niveau de sécurité très bas, elle va être forcément éliminée du jeu. C'est-à-dire qu'on va adopter que les stratégies qui sont à niveau de sécurité acceptables. Voilà en général ce qu'on va faire. Oui, on peut penser à faire la 100, pourquoi pas. C'est une idée, bien sûr. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire jusque-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je vais vous énoncer 2 exercices. Ces 2 exercices-là, je ne vous demande pas de les rendre tout de suite, parce que déjà, il faut les comprendre, ils ne sont pas évidents tous les deux. Mais je vous demande quand même d'y penser, de penser à les faire. Pourquoi? Parce qu'on va commencer les séances de TD d'abord, là où vous allez quand même commencer à comprendre comment appliquer les choses. Ensuite, vous allez pouvoir avoir la capacité de faire ces 2 exercices. D'accord? Mais je vais quand même vous les lire pour que vous compreniez les problèmes, pour que vous les voyez de manière modélisation. D'accord? Donc, le premier jeu, c'est le jeu des élections. Donc, dans soit une élection entre 2 candidats, on suppose que les électeurs sont uniformément distribués sur le segment 0,1 et qu'ils votent pour le candidat le plus proche d'eux. C'est-à-dire, on a 2 candidats qui peuvent se mettre sur M plus une position possible, M est pair, maintenant le segment 0,1, on le partage sur M parties, donc on a M plus une position possible, et les 2 candidats ont le choix de se mettre à la position 0, à la position 1 sur M, à la position 2 sur M, M-1 sur M, etc. Donc ils ont tous les choix possibles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de telle sorte est-ce qu'ils soient le plus proche possible de leurs électeurs. Les électeurs, eux, ils sont uniformément distribués sur le segment. Donc, vous imaginez quelque part que les électeurs, ils sont à un pas égal. Ils sont à un pas égal sur le segment 0,1. D'accord? Qu'il y a une distance égale entre 2 électeurs successifs. Alors, la question est, ce jeu est-il solvable par le processus d'élimination successive des stratégies strictement dominées? Et dans ce cas, quelle sera la solution? Donc, dans cet exercice, l'idée, c'est de chercher à résoudre le problème de l'élection en utilisant le concept de la dominance. Ici, le nombre de stratégies, il est fini. Hein. Il y a 1 plus 1 position possible. Il y a 1 plus 1 position possible pour l'un et pour l'autre. Et donc, le nombre de stratégies est fini. Maintenant, est-ce qu'on peut résoudre ce jeu en utilisant les dominances des stratégies? D'accord? En utilisant les dominances de stratégie. Et dans ce cas-là, quelle va être l'issue du jeu? Est-ce que l'exercice est clair? Est-ce que vous arrivez à imaginer le problème? Sinon, je vous le réexplique encore. Est-ce que l'exercice est clair? Madame, vous pouvez le reprendre s'il vous plaît. D'accord, je vais le réexpliquer. Donc, regardez, vous avez un segment. Donc on suppose qu'il y a 2 candidats à une élection. Par exemple, des présidentielles. Il y a un segment 0,1. Ce segment, il y a des électeurs, des gens qui vont voter et qui sont répartis de manière uniforme sur ce segment.
C'est-à-dire de telle sorte à ce qu'il y a un individu, un pas, un individu, le même pas, un individu, etc. C'est-à-dire qu'ils sont répartis uniformément sur ce segment. On suppose que les deux candidats, qu'on va partager ce segment en outre, en M plus une partition. En M plus une partition, donc en M partition, donc on aura M plus une position. On va avoir M plus une position, de telle sorte que M soit pair. Donc on a une partition, une partition, une partition, M fois, donc on a M plus une position possible. À partir de ces 1 plus 1 positions possibles, les deux joueurs, qui sont les deux candidats, ils doivent se placer sur l'une des positions. Par exemple, ou la position 0, ou la position 1, ou la position 1 sur M, ou la position 2 sur M, ou la position 3 sur M, etc. Donc, ils auront toutes ces positions-là comme stratégie. La question est, est-ce qu'on peut résoudre ce problème par élimination des stratégies dominées? Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut dominer au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a des stratégies qui donnent un nombre meilleur d'électeurs qu'une autre? Est-ce qu'il y a une stratégie qui donne un nombre meilleur d'électeurs qu'une autre? Et si c'est le cas, quelle est la solution du jeu? C'est-à-dire, quelle est en fait l'issue du jeu? Quelle est la solution si on arrive à éliminer les stratégies strictement dominées? Donc c'est ça la question. Est-ce que c'est clair maintenant? Madame, j'ai une question. Oui. Madame, Aluna, du coup, les candidats sont uniformément distribués. Oui. Oui. Ça veut dire si on prend Chez les candidats, les électeurs. Ah, les électeurs. Vous m'avez qui les électeurs comment ça se passe? Le jeu, comment il se passe? Les électeurs sont répartis de manière uniforme. Et le candidat est gagnant si le nombre d'électeurs est plus grand. Ouais, le nombre d'électeurs est plus grand. Si le nombre d'électeurs est plus proche du candidat. Plus proche en distance, hein? Plus proche en distance. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Donc il faut prendre en considération le candidat, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir l'endroit ou la position de telle sorte à ce qu'il soit proche du plus de candidats possible pour qu'il gagne. Parce que les électeurs votent sur celui qui est le plus proche en distance. Et donc, plus il a un nombre d'électeurs important, plus il va gagner. Voilà. Et donc, il faut regarder, est-ce qu'une position peut être dominée par une autre position? Est-ce qu'une position peut être dominée par une autre position? Ou strictement dominée par une autre position? Donc ça, c'est le jeu des élections. Mais on y reviendra à ce jeu. Quand on fera les TD, etc., on reviendra à ce problème. Le deuxième jeu, qui est un jeu beaucoup plus difficile que le premier, c'est est-ce qu'un électeur peut être neutre? Non, un électeur ne peut pas être neutre. Il peut être neutre dans le sens où s'il est à la même distance des deux électeurs, il vote pour les deux. Très bien, Ici, c'est exactement ça. Parce que si il est à la même distance de tous les électeurs, les électeurs vont voter pour les deux. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est ça la solution. Il faut juste la modéliser, la démontrer, mais c'est exactement ça la solution. Il n'y a pas une autre issue du jeu, mis à part celle. Alors maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui est le jugement majoritaire. Donc là, il faut se concentrer sur ce jeu-là. Regardez, vous avez un juge. C'est pas vrai le téléphone. Excusez-moi, hein. Excusez-moi une seconde. Pardon, hein, je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez toujours?
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, le deuxième problème, c'est le jugement majoritaire. Regardez, vous avez un juge qui doit attribuer une note à un patineur artistique. Donc, il y a un juge qui doit donner une note à un patineur artistique. Chaque juge choisit une note SI qui va de 0 jusqu'à 10. Bien sûr, une note entière. 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Et la note finale qui va être attribuée au patineur, c'est une fonction X dépendant de toutes les notes qu'ont donné les autres juges. Maintenant, chaque juge aussi va donner un avis. Il va donner une note et il va donner aussi un avis. D'accord? Ça, c'est pour qu'il soit juste. Hein? L'utilité d'un juge I, elle va être définie par la fonction suivante. Donc, c'est GI de S1, S2, Sn qui est égal à moins la valeur absolue de AI moins X de S1, S2, Sn. C'est-à-dire, plus son avis va être différent de la moyenne de la note finale, moins il gagne. Moins il gagne. Donc, vous remarquez que plus son avis AI va être différent de la note finale attribuée, plus la distance entre son avis et la note finale attribuée est grande, moins il gagne. Moins il gagne. Donc ici, c'est une fonction qui est tout le temps négative. Donc au fait, le juge, il est puni. Il est puni s'il n'est pas juste. Voilà ce que ça voudrait dire. Le mieux qu'il gagne, c'est 0. Son meilleur gain, c'est 0. Donc, ça, c'est un juge qui ne doit pas être corrompu. Donc, c'est un juge qui va gagner ou une valeur négative ou 0. Il va perdre ou il va gagner une valeur négative si son avis diffère beaucoup de la note attribuée. Qu'est-ce que ça va pousser les juges à faire? Ça va les pousser à donner un avis qui correspond, chacun va donner un avis qui correspond à la note qu'il va attribuer. De telle sorte à ce qu'il soit juste. Donc, maintenant, on va regarder deux cas possibles. D'abord, est-ce que vous avez compris le modèle de jeu? C'est qui les joueurs? C'est les juges. Hein? Les joueurs ici, c'est les juges. Ils sont perdants si leur avis diffère de la note finale attribuée. Donc, plus leur avis est différent de la note finale attribuée, plus ils vont perdre. Ils vont avoir un gain de 0 si leur avis correspond à la note attribuée, autrement dit, s'ils sont justes. Est-ce que vous avez compris le jeu? D'accord. Donc maintenant, on va avoir deux... Pardon, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un m'a posé une question? Je ne l'ai pas vu, hein? Est-ce que quelqu'un m'a posé une question? Vous pouvez parler, hein? Si je n'ai pas répondu à votre question, vous pouvez parler. J'ai vu un message, mais je ne suis pas arrivée à le lire. Alors. D'accord. Donc, excusez-moi. Donc, maintenant, on va avoir... Non, il est fini. Il est fini le jeu. Pourquoi il est fini? Combien y a-t-il de stratégies? C'est les avis. Ils vont de 0 à 10 et les notes vont de 0 à 10. Donc c'est fini. C'est fini. L'avis, non. L'avis, quand on dit l'avis, oui, en principe, un avis, c'est pas quantitatif. Oui, tout à fait. Mais l'avis ici, ça va être une note de 0 à 10. Hein. Ça va être d'une note de 0 à 10. Pourquoi on dit l'avis? Je vais vous expliquer. Parce qu'un juge n'a pas le droit de donner pour sa propre personne. Il n'a pas le droit de donner un avis qui est contraire à ses principes ou à ce qu'il représente.
D'accord? Il ne peut pas donner un avis qui est contraire à ce qu'il représente. C'est pour ça que l'avis, même s'il est quantifié ici l'avis, il est quantifié, on l'a quantifié. En principe, l'avis n'est pas forcément quantifiable. Mais il y a une manière de le quantifier en suivant des normes de droit. Hein. Des normes de droit, on peut quantifier un avis. Donc, un avis ici, c'est un entier naturel qui va de 0 à 10. C'est ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien jusqu'à 10. D'accord? Mais effectivement, votre camarade a raison. Un avis n'est pas forcément quelque chose qu'on peut quantifier. Mais en droit, on peut le quantifier selon certains principes. Hein. On peut le quantifier selon certains principes. Par exemple, on peut donner un questionnaire. On peut donner un questionnaire au juge de telle sorte, est-ce que ceci est un délit? Quelle est la loi qui présente que c'est un délit? On donne un questionnaire de 10 questions. Sur les 10, s'il a 3 réponses justes, on peut en tirer son avis. D'accord? Vous avez compris comment on peut quantifier l'avis d'un juge? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous imaginez un peu comment? Oui, donc on peut quantifier son avis. On peut le quantifier selon la loi, c'est-à-dire selon ce qui existe dans la loi. Donc en revenant aux questions, donc on a 2 questions. La première question, elle dit que si la fonction, la note finale est la moyenne, la somme des SI sur N, alors montrer qu'il existe des valeurs de N et des avis pour lesquels aucun joueur n'a stratégie dominante. Donc là, on vous demande de chercher un contre-exemple. Là, on vous demande de déterminer un contre-exemple. C'est-à-dire, chercher des valeurs ou un cas des joueurs et des valeurs d'avis, de telle sorte est-ce que ce jeu ne possède pas de stratégie dominante. Il faut chercher un contre-exemple. Dans la deuxième question, on suppose que la note attribuée représente la médiane. Elle représente la médiane et non pas la moyenne. Elle représente la médiane des SI. Et on suppose aussi que le nombre de joueurs, c'est-à-dire de juges, est impair. On suppose que le nombre de juges est impair et on suppose que la note finale, le X de S1, Sn, est attribuée en utilisant la médiane des notes SI. Alors, montrer que dans ce cas-là, il va exister un équilibre en stratégie dominante. Qu'il va exister un équilibre en stratégie dominante. Donc, dans le premier cas, si on prend X de S1, Sn étant la moyenne, il faut juste trouver un contre-exemple où le jeu ne peut être, où aucun des joueurs n'a de stratégie dominante. Dans le deuxième cas, vous allez prendre X de S1, Sn est égal à la médiane des SI et il faut montrer que dans ce cas, il existe un équilibre en stratégie dominante. Est-ce que le jeu, vous l'avez compris? Est-ce que vous avez des questions sur le jeu? Est-ce que vous avez compris le jeu? Donc, dans ce qui suit, j'ai donné des... Ah voilà, oui, c'est ça. Pour la première, on doit donner des valeurs, des avis et des notes. Par exemple, d'où un cas simple, d'où deux juges, d'où un cas simple, d'où 2 juges, et vous allez voir, 2 juges. Donc, vous prenez 2 juges et vous prenez A1, A2 particulier, A1, A2 particulier, et vous allez voir qu'il n'y aura pas de stratégie dominante dans ce cas. D'accord? Bon. Là, j'ai donné quand même des indications sur lesquelles je ne vais pas passer. Je vais les faire plus tard parce que je ne vais pas vous donner quelque chose de difficile avant de vous donner quelque chose de facile. Maintenant, à la fin de ce chapitre, je propose un TP. D'accord? Je propose un TP. Je vais vous expliquer. À la fin de chaque chapitre, je propose un TP. C'est pas la première fois, c'est pas autant du corona, mais même avant le corona, ça a été le cas. D'accord? Pourquoi? Parce que ce module, au fait, à partir de l'année prochaine, pour les masters qui vont venir dans une année à peu près, dans 6 mois, ce module, il va être avec des TP. Il va être avec un TP, un cours TP, suivi d'un TP. Donc, on ne peut pas travailler ce module avec les masters
de votre profil, c'est-à-dire en informatique visuelle, sans pour autant traiter les travaux pratiques, parce que ça ne sert à rien, d'accord? Parce que ça ne sert à rien. Donc, dans ce TP, qu'est-ce que je vous demanderai de faire? Je vous demanderai de développer la première notion vue en cours, c'est-à-dire faire un jeu à 2 joueurs ou plus, d'accord? Un jeu sous forme normale, et à chaque fois, déterminer les stratégies dominantes, déterminer les stratégies faiblement dominantes, et déterminer les équilibres par ESSD et ESSFD, d'accord? C'est un petit TP de rien du tout. Je vais juste vous demander de développer un petit travail pratique sur lequel vous pouvez déterminer, vous pouvez introduire une matrice de jeu s'il est à 2 joueurs. S'il a plusieurs joueurs, vous pouvez introduire les gains de jeu et à chaque fois déterminer les stratégies dominantes et aussi déterminer les stratégies faiblement dominantes, essayer de résoudre fortement dominantes si elles existent, etc. Et essayer de trouver les équilibres en utilisant les ESSD ou bien les ESSFD. Donc voilà ce que je vous demande de faire dans ce premier TP. Pour un TP, en général, je donne une période de... Bon, celui-là n'est pas très difficile. Je vous donnerai une période de 15 jours. D'accord? Je vous donnerai pour ce TP-là une période de 15 jours. C'est exactement comme les devoirs, il va être comptabilisé. Hein, il va être comptabilisé. Est-ce que vous avez compris ce que vous devez faire dans ce premier TP? Est-ce que vous avez compris ce que vous devez faire dans ce premier TP? Vous êtes toujours là? Vous m'entendez? L'interface doit être... Oui, ce serait bien de faire une interface. Oui, parmi vos camarades, ils font des interfaces graphiques. Hein. Il y a ceux qui font des interfaces graphiques. C'est intéressant quand même. Est-ce que c'est clair ce que je vous demande de faire? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous demande de faire? Si je vous fais travailler dans le module, c'est parce que c'est comme ça que vous allez le comprendre. Hein. Vous n'allez pas le comprendre en passant dans la théorie. Il faut bien rajouter des TP pour que vous puissiez comprendre comment ça se déroule. Est-ce que vous avez compris ce que je vous demande de faire? Oui, vous êtes en nombre de 50. D'habitude, les classes de MIB, elles sont beaucoup moins... Non, pouvez vous mettre d'ores et déjà en binôme, parce qu'après il va y avoir des TP plus durs. Hein. Donc pouvez vous mettre en binôme, c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Pouvez vous mettre en binôme, mais si vous voulez rester monôme, vous pouvez rester monôme. Hein. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Ça ne me dérange pas que vous soyez en binôme. D'accord? C'est bon pour tout ça? Non. Non, Chibo, vous ne devez pas choisir le jeu. À ce niveau-là, vous ne choisissez pas de jeu. À ce niveau-là, c'est libre. C'est-à-dire, il y a l'utilisateur qui va remplir sa matrice de jeu avec des valeurs quelconques. D'accord? Et vous allez prendre voilà, vous avez compris. Donc à ce niveau-là, ça va être quelconque. C'est-à-dire développer une petite matrice de jeu où là, un jeu à plus de 2 joueurs, de 2 joueurs, donc 3 joueurs, 4 joueurs. Chacun d'eux va avoir des vecteurs de gain. Et à partir de ces vecteurs-là, il faut déterminer les stratégies dominantes, les très faiblement, strictement, et les éliminations successives qui conduisent au résultat. Donc, les issues du jeu en appliquant ces éliminations successives. Est-ce que c'est clair ce que je vous demande? Est-ce que c'est clair? Donc là, je dis qu'il vaut mieux développer des algorithmes efficaces pour la complexité. C'est-à-dire, voilà, il faut voir s'il y a domination, dans la domination, quelle est l'issue du jeu, etc. Maintenant, je vous ai dit qu'il faut développer une interface interactive avec l'utilisateur. Cette interface, vous allez la garder. Pourquoi? Parce qu'après, il y aura d'autres TP. Il y aura d'autres TP que vous allez intégrer
au fur et à mesure dans votre projet. Au fait, à la fin, on va avoir un projet finalisé, où il y aura tout ce qu'on va étudier au fur et à mesure. D'accord? Voilà l'idée. Maintenant, vous pouvez rajouter des exemples célèbres de jeux. Et vous pouvez aussi, ce que j'avais oublié de dire, vous pouvez aussi chercher les algorithmes à faible complexité, bien sûr. Vous avez étudié la complexité en premier semestre. Je ne sais pas si vous le faites en deuxième. Donc, je sais que quand même, ça fait un bout de temps que vous étudiez la complexité depuis le L2. Donc, je sais quand même que vous pouvez maîtriser cet aspect-là. Donc, essayez bien sûr de chercher un algorithme à complexité moindre, à complexité algorithmique moindre. D'accord? Voilà, maintenant, langage de programmation, vous pouvez utiliser Python, comme vous pouvez utiliser n'importe quel langage qui vous arrange. D'accord? Vous êtes libre. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage qui peut vous arranger. Moi, je vous conseille vivement le Python, parce que c'est le langage avec lequel on travaille dans la théorie des jeux. D'accord? Dans toutes les recherches de la théorie des jeux, on travaille avec Python. Est-ce que le TP est clair? Est-ce que vous avez des questions sur le TP que j'ai proposé? Oui, je vais vous l'envoyer. Oui, je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer l'énoncé du TP, bien sûr. Je vais vous l'envoyer. Oui, il y a de préférence, vous ne choisissez pas. C'est-à-dire, vous laissez à l'utilisateur le choix. C'est le cas idéal. C'est le meilleur TP, ça. Il faut laisser à l'utilisateur le choix de choisir le nombre de joueurs. Parce que le cas de 2 joueurs, vous allez voir, il n'est pas difficile du tout. Mais à partir de 3 à 4 joueurs, ça va un peu se compliquer. Il y a des idées pour le faire. Ça va légèrement se compliquer. Donc l'idéal, c'est quand même, ce qui est intéressant, c'est de laisser le choix à l'utilisateur, de faire entrer le jeu qu'il veut, avec le nombre de joueurs qu'il veut, avec les nombres de données qu'il a. D'accord? Avec toutes les données qu'il a. C'est ça le but, c'est ça l'objectif du TP. Oui, ce ne sera plus une matrice. Oui, bien sûr, dès qu'il y a plus de 2 joueurs, ce ne sera plus une matrice. Mais vous pouvez toujours utiliser les vecteurs. Vous pouvez programmer, vous pouvez toujours utiliser les vecteurs et essayer de faire rentrer vos dominances. D'accord? D'étudier vos dominances. C'est possible, hein, c'est faisable. Je sais que c'est faisable. Donc, vous pouvez le faire. Vous avez les outils en algorithmique qui vous permettront de faire ça. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez compris le TP? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce TP? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? C'est clair? Vous avez quand même le délai de 15 jours pour le remettre, d'accord? Vous avez un délai de 15 jours? D'accord, je vais reprendre, d'accord. Sur la Classroom, d'accord, je vais vous le mettre sur la Classroom, comme j'ai mis le devoir ce matin, d'accord? Donc, le TP, c'est quoi? C'est d'essayer, dans ce cours, on a développé des notions qui sont les stratégies dominantes, strictement dominantes, les stratégies faiblement dominées, strictement dominées, les issues du jeu en utilisant les éliminations successives des stratégies dominées et les issues du jeu en utilisant les éliminations successives des stratégies faiblement dominées. Donc, l'objectif de ce travail pratique, c'est de faire la chose suivante. C'est de permettre à l'utilisateur de faire rentrer son jeu, qu'il soit à 2 joueurs ou plus, avec sa fonction de gain, etc. Donc, toutes les données possibles. Une fois à faire rentrer son jeu, il faut lui permettre de déterminer si ce jeu possède des stratégies dominantes, si ce jeu possède des stratégies dominées, les afficher et trouver, quand c'est possible, les issues du jeu en faisant les éliminations successives des stratégies ou dominées ou de faiblement dominées. Le jeu doit comporter plus de 2 joueurs, évidemment, 2 joueurs ou plus, et il doit comporter un nombre de stratégies quelconque.
ou doit comporter un nombre de stratégies quelconque. Donc, une fois que vous avez développé vous pouvez développer avec une interface, c'est-à-dire dans cette interface, vous allez permettre à l'utilisateur de faire rentrer ses gains, ses joueurs, etc. et de regarder à chaque fois s'il y a des stratégies dominantes, dominées, quelles sont les issues du jeu possibles, etc. Vous pouvez aussi choisir des algorithmes qui sont à complexité algorithmique moindre, et ça, vous pouvez le faire grâce aux cours de complexité que vous avez eu au premier semestre et même avant. Et voilà, et vous pouvez rajouter un guide expliquant ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc voilà, c'est juste appliquer tous les concepts qu'on vient de voir, essayer de les regrouper dans un travail pratique. Est-ce clair maintenant? Est-ce que c'est clair? Vous pouvez utiliser le langage Python comme vous pouvez utiliser le langage C++ ou n'importe quel autre langage que vous maîtrisez. Ce n'est pas un problème. D'accord. Donc, au fait, on a fini le chapitre 2. On va entamer le chapitre 3. Dans le chapitre 3, on va parler de l'équilibre de Nash en stratégie pure et mixte. Stratégie pure, c'est-à-dire les stratégies déterministes, et comme je dis mixte, toujours, c'est les stratégies probabilistiques dans les extensions mixtes de jeu. Je préfère ne pas entamer le chapitre 3 aujourd'hui parce que ça n'a pas trop de notions à retenir, ce qui n'est pas très pédagogique. Donc, je préfère quand même arrêter le cours à ce niveau et vous demander si vous avez des questions. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, j'arrête le partage. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire aujourd'hui? Les notions de dominance pour les gens qui sont venus en retard? D'accord, donc je vais repartager et revenir à... D'accord? On a donc repartager le contenu. Voilà. Et je vais revenir aux notions de dominance, d'accord, pour vous les expliquer, parce qu'il y a des formules. Voilà, donc je reviens aux notions de dominance. Donc là, ça c'est le chapitre 1 et non pas le chapitre 2. Donc voilà, aux notions de dominance. Donc on a d'abord défini un jeu sous forme normale. Donc on a dit qu'un jeu sous forme normale, il est constitué d'un nombre de joueurs, d'un nombre fini de joueurs. Un nombre fini, chacun des joueurs dispose d'un nombre fini de stratégies. Et chacun des joueurs a une fonction gain selon les profils des profils de jeu. C'est quoi les profils de jeu? C'est les actions choisies par le joueur lui-même et par ses adversaires. Par la suite, on a parlé de la notion de dominance. On a entamé la notion de dominance avec le dilemme du prisonnier. Donc, je vais revenir à la notion de dominance. Donc, on a parlé du dilemme du prisonnier. Là, dans le dilemme du prisonnier, chacun des deux suspects, on a deux suspects qui ont été attrapés par la police et qui ne possèdent pas de preuves sur leur culpabilité. Alors, chacun des deux suspects a le choix entre avouer, ne pas avouer. Donc, s'ils avouent tous les deux, ils vont avoir une peine de 5 ans chacun. Si l'un avoue et l'autre n'avoue pas, celui qui a avoué, il va sortir de prison, il a une peine de 0. Si, de même que ce soit pour l'un ou pour l'autre, si les deux n'avouent pas, chacun d'eux va avoir une peine d'1 année. Donc, on a remarqué que dans ce jeu, qu'est-ce qui se passe? On a remarqué que la stratégie avouée domine la stratégie ne pas avouée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle la domine? Ça voudrait dire que le gain de la stratégie avouée est toujours strictement supérieur au gain de la stratégie ne pas avouée. Regardez ici,
avoué est égal à moins 5 qui est strictement supérieur à moins 10 et 0 qui est strictement supérieur à moins 1. Si on regarde les choses par rapport au suspect 1. Maintenant, si on regarde les choses par rapport au suspect 2, on a toujours que avoué, c'est moins 5 qui est strictement supérieur à moins 10 et 0 qui est strictement supérieur à moins 1. Alors, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le suspect 1 dispose d'une stratégie qui est dominante, qui est avouée, et que le suspect 2 aussi dispose d'une stratégie dominante qui est avouée. Et donc, avoué pour chacun des deux suspects, ou pour chacun des deux joueurs, est une stratégie dominante. Pourquoi dominante? Parce que quel que soit le profil adverse, elle rapporte plus que les autres stratégies. Elle a un gain supérieur, quel que soit ce que vont faire les autres. Pour cela, on a défini de manière mathématique, c'est quoi une stratégie dominante? On avait dit, dans un jeu sous forme stratégique, une stratégie S'(I) est dominante pour un joueur I quelconque, si et seulement si UI de S'(I) S-I est toujours supérieur à UI de SI S-I. Et ceci, quel que soit S-I, je note S-I, les stratégies adversaires, quel que soit leur profil. Donc, quel que soit SI appartenant à grand SI, on va avoir UI de S'(I) S-I est strictement supérieur à UI de SI S-I. Autrement dit, pour le joueur I, quelle que soit l'autre stratégie SI adoptée, S'(I) lui rapporte un gain meilleur. Face au profil bien sûr fixe S-I lorsque je balaye tous les S-I possibles, tous les profils adverses possibles. Est-ce qu'elle est claire la définition? Pour la personne qui m'a demandé de reprendre, parce qu'elle est venue en retard, est-ce que c'est clair? Est-ce que la définition est claire? Ça voudrait dire que la stratégie S'(I, voilà, je vous en prie, ça voudrait dire que la stratégie S'(I domine fortement toutes les autres stratégies SI qui appartiennent au même nombre qui appartient à l'ensemble de toutes les stratégies possibles. Ça voudrait dire qu'elle apporte toujours un gain strictement supérieur. Maintenant, si les joueurs disposent de stratégies strictement dominantes, donc forcément, ils vont les adopter et on a l'issue du jeu. C'est exactement ce qui s'est passé dans le dilemme du prisonnier où les deux joueurs ont adopté avoué. Est-ce que c'est clair la dominance? C'est ça ce que vous voulez que je reprenne? C'est ça? Est-ce que c'est ça ce que vous vouliez? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Donc je vais mettre... arrête. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui n'ont pas compris quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je reprenne quelque chose dans ce cours? C'est bon? D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter le partage. Donc voilà, la prochaine fois, Inch'Allah, on va faire le chapitre 3. Je pense faire le TD lundi, Inch'Allah. Sauf si vous voulez qu'on fasse le cours lundi et le mardi, cours et TD. C'est comme vous voulez, hein. On n'est pas obligé de suivre ce qui est écrit dans l'emploi du temps. Si vous voulez qu'on fasse le cours lundi et le mardi, cours et TD. C'est comme vous voulez. Hein? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous préférez? D'accord. Vous